Salvatore, c'est toi qui introduis la séquence de travail? Oui, nous allons vous présenter effectivement pendant une petite demi-heure la commission recherche. Nous avons depuis quelques années relancé ce qu'on appelle la commission d'observation et de recherche, avec à la fois des professionnels du Carrefour, du CNAEMO, et aussi un comité scientifique. Plusieurs scientifiques nous ont réunis il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et nous avons, lors d'une recherche, passé convention avec 2 universités, l'université de Caen et l'université de Bordeaux. Et dans le cadre de ce temps de la demi-heure qui vient, l'université de Caen va vous présenter leurs résultats. Et puis il y aura une petite vidéo pour la collègue de Bordeaux, puisqu'elle n'a pas pu se déplacer. Voilà. Et à la suite de ça, nous remettrons les trophées du CNAEMO de meilleure recherche en protection de l'enfance pour 2020. Stéphane Corbin, que vous reconnaissez, j'imagine. En masque. Ça marche? Non, ça marche pas. Si ça marche? Oui, ça marche. Bien, donc le corps, comme Salvatore le précisait, est composé pour l'essentiel de 2 équipes qui ont vocation à mener des recherches en AEMO et peut-être plus largement dans le domaine de l'éducation spécialisée. Comme il le disait, donc ces 2 équipes viennent de l'Université de Bordeaux et de l'Université de Caen que nous représentons ici avec Sarah de Michel-Bagné. Nous appartenons au même laboratoire, c'est-à-dire au CEREV de l'Université de Caen. Et puis il y a également d'autres chercheurs issus d'autres horizons, et puis des membres du CNAEMO. Pour les autres chercheurs, on peut citer Vincent Meyer qui est intervenu à l'instant. Donc ce carrefour, plutôt cet observatoire, implique également les divers acteurs, parents, magistrats, travailleurs sociaux, et puis les institutions. Tout cela pour rappeler que c'est aussi un outil dont la vocation est de s'inscrire et d'inscrire les recherches dans la durée, et que c'est aussi un outil que les différents acteurs peuvent et doivent s'approprier. Alors, différents thèmes, bien évidemment, ont vocation à être étudiés, analysés. On peut changer de thème tous les ans, ou bien un même thème peut être étudié sur la durée. Dans ce cas, il s'agit de mettre en évidence non seulement une situation en un temps précis, mais aussi d'essayer de dégager sur le long terme des tendances, des dynamiques, des changements significatifs. Alors le thème sur lequel nous avons travaillé est celui de la parentalité, et pour dissiper les idées reçues, les représentations a priori des uns et des autres, il a été surtout question de travailler sur la façon dont les représentations croisées entre travailleurs sociaux, parents et magistrats peuvent expliquer bien des tensions et peut-être aussi bien des crispations. Donc, si l'Observatoire a vocation à s'inscrire dans la durée, sans doute pouvez-vous estimer, si vous avez suivi l'actualité du corps, que les premiers résultats ont peut-être tardé à apparaître. Bon, c'est lié à diverses difficultés sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais qui sont liées aussi à l'institutionnalisation de cet observatoire, qui est un long travail. Donc c'est la raison aussi pour laquelle ça a duré, mais c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux et d'une certaine manière assez fiers de vous présenter les premiers résultats tangibles du corps. Et puis Vincent Meyer disait tout à l'heure qu'il n'était pas un robot. Eh bien, nous ne sommes pas des hologrammes. Donc voilà, nous sommes là, présents, pour vous présenter ces premiers résultats. Et je passe la parole à Sarah de Michel-Bagné. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Sarah de Michel-Bagné, je suis doctorante actuellement en sociologie à l'Université de Caen et donc je suis rattachée au Centre de recherche sur les risques et les vulnérabilités, donc le CEREV, qui est dans cette même université. Donc, je vais essayer de faire marcher ça. C'est la flèche du... Ouais, mauvais choix. Merci. Et donc, pour revenir en arrière,
Ouais, ok, c'est bon. Donc, un peu en dehors de cette recherche, pas de cette recherche, mais de ce thème du numérique, l'objet de la recherche qui a été initiée par le corps consistait notamment à confronter, ou plutôt à comparer, les différentes représentations de la parentalité qui pouvaient exister entre, d'un côté, les professionnels du milieu ouvert et de l'autre, les usagers, ou plutôt les familles. Donc, l'hypothèse principale de cette recherche postulait finalement que le modèle normatif et dominant de la parentalité, donc cette idée qu'il y aurait, entre guillemets, une bonne parentalité qui se fonde notamment sur un ensemble de textes juridiques que vous connaissez sûrement et à travers certaines notions théoriques, notamment celle des besoins fondamentaux de l'enfant, celle de danger aussi. Donc, l'idée, c'était de comparer un peu ou d'essayer de voir comment ce modèle normatif de la parentalité pouvait finalement se heurter à d'autres conceptions de la parentalité chez les familles. Donc, cette recherche était notamment structurée autour de 2 axes. Donc, l'idée aussi, c'était un peu de voir s'il y avait un décalage entre ces différentes représentations de la parentalité qui pourrait éventuellement expliquer certains phénomènes de rejet, de défiance, voire des malentendus ou des incompréhensions chez les familles par rapport aux attentes qui pouvaient être formulées par les travailleurs sociaux à leur égard. Mais donc, l'idée aussi, c'était pas de considérer ou de partir du principe que les travailleurs sociaux étaient seulement des vecteurs passifs finalement de ce modèle normatif de la parentalité, mais aussi de voir comment ils pouvaient se réapproprier un peu ce modèle, le critiquer éventuellement et donc s'en distancer. Donc, pour vérifier cet ensemble d'hypothèses, nous avons mis en place une méthodologie qu'on appelle qualitative et qui repose principalement sur un ensemble d'entretiens. Et nous avons choisi les entretiens parce que tout simplement ils permettent une meilleure formulation du discours que par exemple la passation de questionnaires, et donc ce qui facilite aussi l'accès aux représentations des personnes interrogées. Donc, en totalité, 20 entretiens anonymes ont donc été réalisés, d'une part avec des professionnels exerçant au sein de structures de milieu ouvert, et avec aussi des professionnels, un en particulier, qui travaillent en partenariat avec ces structures, donc c'est le cas notamment du magistrat que nous avons interrogé. Et donc ces différents professionnels travaillaient donc au sein de différents services du milieu ouvert. Donc nous avions des professionnels qui travaillaient au sein des structures, donc des services de l'AEMO, du CEMO et du SPMO. Et donc je ne préciserai pas exactement où se situent ces structures. Pour des raisons d'anonymat, je dirais juste qu'elles se situent dans l'ouest de la France. Ça fait rire. Exactement, en Bretagne. Et donc, d'autre part, nous avons également aussi mené des entretiens avec des parents qui étaient concernés au moment de la recherche par une mesure d'AEMO. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapo, nous avons eu assez peu d'entretiens avec les parents, et ce qui n'était pas prévu au départ. Nous avions prévu davantage d'entretiens, mais comme nous le redoutions, nous avons eu quelques désistements de la part de ces parents, ce que l'on peut expliquer de deux manières qui peuvent être complémentaires. Donc, d'une part, ce qu'on retrouve notamment chez les parents et de manière générale chez les individus issus des milieux populaires, c'est une plus grande difficulté à formuler un discours sur soi et aussi une appréhension plus grande de cette situation d'entretien. Et l'autre manière de l'expliquer, c'est le lien que pouvaient faire ces parents entre la situation de l'entretien et le cadre institutionnel qui s'imposait à eux à ce moment-là, puisque les entretiens, en l'occurrence, étaient menés à l'intérieur donc, des locaux de ces structures. Donc, pour dresser vraiment très rapidement le profil de ces parents qui ont accepté l'entretien, donc, nous avions 3 mères et 2 pères qui appartiennent au milieu populaire, et qui, au moment de la recherche, sont soit inactifs, donc au chômage, ou occupent des emplois précaires ou subalternes. Pour terminer le recueil des données, nous avons
également réalisé une observation dans le cadre d'une restitution d'ateliers menée en partenariat d'ATD Quart Monde, donc c'était entre le pôle du milieu ouvert concerné par la recherche et ATD Quart Monde. Et l'objectif de ces ateliers était de discuter donc, entre professionnels et entre parents aussi, donc les deux combinés, les deux ensemble. C'était de réfléchir aux notions de besoin, de protection et de danger, et de voir, voilà, encore une fois, s'il pouvait y avoir des dissonances entre les différentes compréhensions de ces notions. Donc, je vais maintenant vous présenter les principaux résultats de la recherche. Donc, dans une première partie, je vais surtout aborder la façon dont les travailleurs sociaux se représentent leur rôle auprès des familles et voilà, leur rôle auprès des familles. Donc, les discours des travailleurs sociaux font d'abord apparaître certaines notions qui fournissent bien sûr des repères à leur pratique. Il s'agit notamment des compétences parentales, de l'estime de soi, de la confiance en soi ou encore de la responsabilité. Le rôle de l'éducateur est surtout envisagé sous la figure d'un guide qui vient accompagner les parents dans la redéfinition de leur rôle parental, d'où le titre de cette première partie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire redéfinir le rôle parental? Ça signifie d'une part agir sur la façon dont le parent vient se représenter son rôle, donc là on est dans une dimension davantage psychologique, et d'autre part de rétablir des conduites parentales normales, c'est-à-dire conformes à un ensemble de normes, notamment juridiques, qui viennent fixer les droits et les devoirs des parents vis-à-vis des enfants. Donc là on est dans une dimension plus à proprement parler sociologique. Cette redéfinition du rôle parental, qui est, on le rappelle, mais ce n'est pas forcément nécessaire, qui est initiée par le travailleur social, se base finalement sur le référentiel théorique et sur les classifications qui structurent le dispositif d'aide et de soutien à la parentalité. Donc, en gros, l'objectif de la mesure aussi, fondamentalement, c'est de faire en sorte que le parent veille à ne pas mettre l'enfant dans des situations de danger et finalement aussi à répondre aux besoins fondamentaux de cet enfant. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais il faut, pour ce faire, que le parent puisse identifier ces situations de danger et ses besoins fondamentaux. Or, l'observation de la restitution des ateliers menés par ATD Quart Monde et le pôle du milieu ouvert montre que cette définition des notions de danger et de besoin ne recouvre pas les mêmes significations pour les parents et pour les professionnels de la protection de l'enfance. En l'occurrence, ce qu'on remarque globalement, c'est que cette perception du danger et des besoins, elle varie selon le parcours personnel et les expériences vécues des parents, notamment durant l'enfance et l'adolescence, mais aussi selon les conditions objectives matérielles, les conditions objectives de vie des familles dans lesquelles les parents se trouvent. Ensuite, donc, les travailleurs sociaux interrogés, bien sûr, parce qu'ils sont les premiers à être au contact des familles, sont particulièrement conscients de l'influence jouée par ces conditions de vie et par le parcours du parent sur leur façon d'être eux-mêmes parents. Donc, je vous ai mis sur les diapos quelques extraits d'entretiens que nous avons menés. Donc, pour des raisons de temps, je ne vais pas forcément toujours les accompagner, vous accompagner dans la lecture. Donc, globalement, les travailleurs sociaux insistent particulièrement sur la nécessité de ne pas faire à la place des parents, ni de se substituer à l'autorité parentale, mais plutôt d'engager un travail avec eux, en s'appuyant sur leurs ressources personnelles, en valorisant leurs compétences, donc c'est ce dont il est question dans l'entretien, et en s'appuyant sur ces ressources et ces compétences pour en développer de nouvelles et voilà, faire en sorte que finalement le parent puisse faire ses propres expérimentations, pour citer l'extrait de l'entretien, puisse prendre ses responsabilités et aussi les assumer. Donc finalement, on se rend compte que ce travail, il tend un peu à se rapprocher de la dimension individuelle de l'empowerment, telle que l'ont défini Marie-Hélène Baquet et Carole Biowanner, qui renvoie finalement ce processus d'empowerment au processus qui permet à chaque individu de développer sa capacité d'agir. Donc ce travail, il est mis aussi
comme le montre encore une fois l'extrait d'entretien, au service d'un projet de responsabilisation des individus. Mais la responsabilité, ici, n'est pas à comprendre comme une démarche qui consisterait à renvoyer aux familles la responsabilité morale de leur situation, mais plutôt comme une volonté de se départir d'une victimisation, de la victimisation ou d'une démarche paternaliste. Donc finalement, la responsabilité, ici, elle est plutôt associée aux notions d'autonomie et d'émancipation. Dans une deuxième partie, j'aborderai plus spécifiquement cette notion de parentalité et voir comment, voilà, ce qu'elle représente pour les professionnels en particulier et comment ils s'en distancent. Donc, ce qui nous a d'abord surpris durant les entretiens, c'est que donc, les professionnels, tout confondus, qu'il s'agisse des psychologues, des psychiatres, des travailleurs sociaux ou bien encore du magistrat, ne mobilisent jamais cette notion de parentalité dans l'exercice de leur pratique. Elle leur apparaît au contraire comme une notion abstraite, floue et beaucoup trop générale, parce qu'incapable finalement de refléter la diversité et la complexité des situations familiales qu'ils rencontrent sur le terrain. Et ce dont témoigne, comme on peut le voir avec cet extrait d'entretien, des difficultés que les interrogés ont à définir cette notion de parentalité. Donc souvent on s'est heurté à des réactions de surprise, des yeux totalement écarquillés, en disant mais la parentalité, c'est tellement énorme, enfin, on ne sait pas du tout comment la définir, quoi. Donc finalement, ce qui ressort, c'est qu'il n'y aurait pas une bonne façon d'être parent, donc une bonne parentalité, mais qu'il y a autant de parentalité que de parents, puisque cette parentalité, en l'occurrence, elle se construit nécessairement en fonction des conditions de vie des familles, mais aussi des parcours biographiques. Donc, on a bien un cadre théorique et normatif du soutien à la parentalité qui permet évidemment d'assurer une cohérence dans les pratiques professionnelles, mais les travailleurs sociaux font preuve d'un travail de réinterprétation des notions, en s'appuyant notamment sur une posture éthique au sens donné par Paul Ricoeur, qui consiste, cette posture éthique, autant que faire se peut, à traduire dans leur pratique un ensemble de valeurs fondamentales du travail social. Donc, parmi ces valeurs, identifiées en l'occurrence dans les entretiens, on a par exemple la singularité, l'unicité de chaque humain, l'intérêt et la foi en ses potentialités, le respect de la dignité et de la liberté des choix et des opinions, mais aussi la solidarité ou encore l'égalité devant la loi. Donc cette posture éthique, finalement, elle permet de se dresser contre le modèle du parent dit défaillant et de l'existence présupposée d'une bonne parentalité. Donc, comme dans l'extrait d'entretien, alors pas celui-ci, mais le précédent, hop, je peux peut-être le remettre. Quand il s'agit finalement de développer les compétences des parents, il ne s'agit pas du tout de vouloir responsabiliser les mauvais parents ou de les inférioriser en les plaçant dans une posture infantilisante, mais c'est au contraire, encore une fois, prendre en compte la singularité de la famille, des parcours personnels et, en l'occurrence, croire en une amélioration en s'appuyant sur ce que les parents sont en mesure de faire au moment présent. Cette posture éthique, elle leur permet aussi à ces travailleurs sociaux d'éviter de plaquer leur représentation de la parentalité sur des réalités familiales qui sont dans les faits extrêmement différentes. Donc, toutes ces critiques, qu'il s'agisse de la notion de parentalité, mais aussi dans les entretiens font apparaître un certain nombre de réflexions et de critiques, notamment de la définition des besoins fondamentaux qui sont extrêmement variés et impossibles finalement à remplir au quotidien. Donc l'ensemble de ces critiques fait apparaître une tension entre, d'un côté, la nécessité de s'adapter aux familles en prenant en compte, encore une fois, leurs conditions d'existence, la singularité des situations et des histoires personnelles, et d'un autre côté, la rigidité de ce cadre normatif qui, dans une logique top-down ou une logique descendante, c'est-à-dire de l'institution vers les familles, vient uniformiser les solutions qui peuvent leur être apportées à ces familles et peut finalement confiner au contrôle de l'investissement des parents dans les mesures. Alors, dans une dernière partie, j'aborderai là plus spécifiquement les vécus des parents concernant les mesures. Donc, ces vécus, comme le titre l'indique,
et surtout marquée par de la défiance qui est liée en partie au caractère coercitif de l'intervention. Donc cette intervention, en l'occurrence, elle est vécue comme une intrusion dans l'intimité de la famille, dans la mesure où les relations qui se déroulent en son sein ne sont normalement pas soumises aux regards extérieurs et encore moins aux regards institutionnels. Donc ce franchissement du seuil de la maison par l'éducateur ou par d'autres travailleurs sociaux, et ce seuil de la maison qui représente aussi la frontière symbolique encore entre ce qui relève du privé et ce qui relève du public, finalement vient entraîner un sentiment de dépossession de soi-même, c'est-à-dire que les parents ont le sentiment de ne plus pouvoir contrôler qui est autorisé à pénétrer chez eux, mais en plus, les paroles et les actes, qui d'habitude ne portent pas à conséquence, vont en avoir désormais. Donc finalement, comme les parents n'autorisent pas de leur plein gré, dans la majorité des cas, l'éducateur à entrer chez eux, ils sont contraints d'accepter un inconnu qui va venir questionner les habitudes de la famille, qui va venir creuser l'histoire familiale et aussi demander l'accès aux espaces du foyer. Donc ce qui ressort principalement dans ces vécus, c'est que cette présence des travailleurs sociaux va être interprétée principalement comme relevant d'une fonction de surveillance, du moins dans les premiers temps de la mesure, puisqu'ils savent que l'intrusion du regard institutionnel qui vient rappeler la règle à travers la personne de l'éducateur se justifie par le soupçon qui est porté sur leur façon qu'ils ont eux-mêmes d'être parents. Donc, les premiers temps de la mesure qui varient forcément selon les individus, ça peut être, ces premiers temps peuvent être d'une durée de 6 mois comme de 2 ans parfois. Ces premiers temps des mesures sont définis majoritairement comme compliqués, déjà donc, par cet aspect coercitif dont j'ai parlé, mais ensuite parce que certaines pratiques identifiées comme problématiques par les travailleurs sociaux ne leur apparaissent pas du tout comme telles. Donc il faut déjà comprendre pourquoi ces pratiques éducatives qu'ils avaient mis en place deviennent problématiques. Et nous avons aussi une défiance qui s'exprime donc moins souvent vis-à-vis de la personne du travailleur social, mais plutôt de l'institution de manière générale ou de certaines structures clairement identifiées, comme ça peut être le cas de la PMI. Donc, la venue de l'éducateur, au final, ou la fréquentation des services de la protection de l'enfance, engendre systématiquement la peur du placement, qui constitue vraiment le point de cristallisation de cette défiance. Donc, ce qu'on peut lire encore une fois, sur la diapositive, avec ce père qui nous dit, bah voilà, nous, on avait peur qu'on nous retire nos enfants, on n'avait pas le choix de collaborer, donc collaborer, je ne l'ai pas mis entre guillemets, parce que pour la personne qui était en train de parler, voilà, ce n'était pas un terme qu'il avait particulièrement souligné dans le ton de sa voix. Donc, on l'a fait pour le bien des enfants avant tout, et au début, voilà, je le vivais comme une contrainte, car je me sentais un peu trahi, un peu humiliée, donc aussi cette idée d'un sentiment de dépossession de soi-même qui vient s'interférer. Il y aura 2 questions au moins, il y en a même plus que ça en réalité. D'accord. Il faudrait qu'on arrive alors je vais essayer de faire vite. Dans un deuxième temps, dans cette troisième partie, les parents expriment aussi un ensemble d'attentes vis-à-vis des travailleurs sociaux. Ils insistent notamment sur la prise en considération de leurs besoins présents, besoins qui sont souvent matériels, et sur la prise en compte aussi de leur vécu personnel, donc en tant qu'enfants et adolescents. Donc, ils insistent en effet sur les difficultés financières et matérielles qu'ils rencontrent, donc du fait de ces emplois précaires ou bien de ces situations d'inactivité professionnelle qui entraînent encore une fois des problématiques, par exemple au sein du logement, donc être dans des logements vétustes ou bien être dans des situations d'inconfort du logement, par exemple ne pas pouvoir se chauffer. Et donc finalement ces difficultés matérielles les empêchent de remplir pleinement leur rôle de parents. Et donc finalement, ils ont ce sentiment et même cette conscience d'être piégés dans des logiques qui relèvent des nécessités premières et qui restreignent leur pouvoir d'agir.
Par ailleurs, leur vécu dans l'enfance et dans l'adolescence, et surtout leur rapport avec leurs propres parents, sont mobilisés comme des variables explicatives de leurs pratiques éducatives actuelles, c'est-à-dire que l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents est soit perçue comme un repoussoir, soit comme une fatalité qu'ils sont conduits malgré eux à reproduire. Donc, selon les parents, l'éducateur devrait finalement prendre en compte le fonctionnement familial en place et tenter de le comprendre, notamment en faisant ce travail d'exploration de l'histoire du parent. Et quelque chose que les parents aussi valorisent énormément chez les éducateurs, plus spécifiquement, ce sont leurs compétences relationnelles et notamment leur franchise, donc la franchise qui est une valeur particulièrement importante dans les milieux populaires, et aussi, bien sûr, leur bienveillance. Enfin, ils valorisent leur implication dans l'élaboration de nouvelles pratiques éducatives qui seraient davantage conformes aux attentes exprimées par les éducateurs. Et donc, comme le montre l'extrait d'entretien que vous avez sous les yeux, les parents n'apprécient pas, en l'occurrence, qu'on leur impose des pratiques éducatives qu'ils considèrent comme légitimes seulement au regard de l'institution. Donc, en conclusion, donc, ce que cette recherche nous a montré, montre de manière générale, c'est la nécessité de penser la parentalité non pas simplement comme une fonction éducative, mais dans son articulation à des parcours biographiques qui sont souvent marqués par certaines épreuves, donc des problématiques de violence physique et ou sexuelle, des problématiques de négligence, mais aussi parfois d'abandon. Et cette nécessité aussi de penser la parentalité par rapport aux conditions socio-économiques qui ne permettent pas toujours de créer un contexte favorable à l'exercice de ce rôle parental. Cette recherche révèle dans un second temps les tensions inhérentes entre l'existence d'un modèle normatif de la parentalité et la réalité des pratiques et des situations familiales sur le terrain qui obligent les travailleurs sociaux à négocier dans les marges de leurs pratiques. Donc, il s'agit par exemple de prendre des risques en acceptant de se livrer davantage et donc de se livrer davantage, de faire part aussi d'éléments de sa vie personnelle vis-à-vis des parents, et prendre des risques aussi en laissant les familles prendre leurs propres responsabilités. Donc finalement ici, prendre des risques, ça renvoie d'une part potentiellement à finalement s'exposer à ce que l'enfant puisse être à un moment donné mis en danger, ce qu'il faut à tout prix éviter, et prendre des risques aussi bien sûr en tant que professionnel, dans sa posture de professionnel. À cette négociation des pratiques s'ajoutent aussi les difficultés liées à des logiques de professionnalisation du secteur qui sont aujourd'hui bien connues. Donc les difficultés qui reviennent énormément en entretien, c'est l'accumulation des charges administratives qui modifient le sens du travail, le temps important consacré à la constitution de dossiers au détriment du temps passé avec les familles, et une relation institutionnelle et fondamentalement asymétrique qui ne permet pas toujours de voir l'autre comme un égal et de trouver, entre guillemets, la juste posture. Donc c'est pour cela, à mon sens et à notre sens, que les initiatives qui permettent de croiser les savoirs professionnels et les expériences d'usagers, comme ce fut le cas pour les ateliers donc, menés avec ATD Quart-Monde, peuvent ouvrir des pistes pour penser de nouvelles modalités d'action collective et de transformation institutionnelle. Et donc pour finir, je vous ai mis quelques références, voilà, si ça vous intéresse, donc que j'ai citées brièvement dans ma présentation ou qui ont servi aussi à appuyer mon propos. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, de manière un peu arbitraire, il nous faut absolument abréger. On va donc prendre une question, une seule sans doute pour l'instant. Quid de la transculturalité dans cette notion normative de la parentalité? Oh là là. Alors, je ne sais pas trop à quoi renvoie cette notion de transculturalité. Pour moi, je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose, mais moi, alors, je le comprends plutôt comme une diversité aussi de modèles familiaux qui peuvent être éventuellement liés à d'autres cultures que la culture française ou européenne. Et donc, en l'occurrence, donc quid de cette transculturalité, finalement, ce qui ressort aussi dans les entretiens, justement, c'est
l'inefficacité de ce modèle de la parentalité, donc de ce modèle normatif, puisque en observant finalement ce qu'il se passe, ce qu'il se déroule sur le terrain, parfois, si on a ce modèle normatif qui est vraiment trop ancré en mémoire, on a tendance à considérer que parfois l'enfant peut être mis en danger alors que parfois il ne l'est pas du tout. Je prendrai un exemple pour que ce soit plus clair. Donc, c'est un exemple qui m'a été raconté en entretien. Donc, on a un éducateur qui arrive dans un quartier populaire et qui voit un enfant d'1 an et demi, 2 ans, seul dans la rue, voilà, à peine habillé, et il semble tout seul. Donc cet éducateur, en l'occurrence, est accompagné par un autre travailleur social, et ce travailleur social, on peut le comprendre, commence à paniquer en disant « mais c'est pas possible, l'enfant il est tout seul, il y a une voiture qui va arriver, il va se faire renverser, il va mourir ». Et finalement, ce qu'on remarque, et ce qu'il y a aussi souvent dans les quartiers populaires, notamment aussi dans des quartiers où les femmes ne travaillent pas, donc sont femmes au foyer, c'est qu'il y a un système de surveillance qui s'organise. Donc les femmes sont à l'intérieur de leur domicile et surveillent ce qui se passe dans la rue. Donc là, en l'occurrence, si on se réfère seulement au modèle normatif de la parentalité, vous avez un enfant qui est à moitié dénudé et qui est seul dans la rue, là on a une situation de danger et donc on agit en conséquence. Mais si on prend le temps d'observer et éventuellement de parler aux personnes qui habitent ce quartier et qui finalement peuvent avoir un regard et exercer une fonction de surveillance sur cet enfant, on se rend compte finalement que cet enfant, il n'est pas tant en danger que ça. Donc effectivement, cette notion de transculturalité, elle est particulièrement importante. Ouais. Merci. Alors désolé, il faut vraiment avancer. Il y a donc une vidéo qui doit être lancée maintenant. Oui, il y a une vidéo effectivement sur l'autre partie de la recherche avec l'Université de Bordeaux, et c'est notamment Katia Mbellara qui va nous l'expliquer en vidéo. D'accord. Bonjour, je suis Katia Mbellara, maître de conférence en psychologie clinique et psychopathologie à l'Université de Bordeaux. Je suis par ailleurs psychologue clinicienne dans un hôpital, dans un service de psychiatrie adulte. Je suis ravie aujourd'hui d'être parmi vous et d'être complètement dans la thématique du numérique. Et je remercie d'ailleurs très très sincèrement les organisateurs de me permettre du coup d'effectuer cette présentation par visioconférence. Je vais vous présenter une partie des résultats de l'étude de Parentis. Alors, cette étude Parentis, elle est née d'une réflexion pluridisciplinaire au sein de la commission recherche du CNEMO, donc la commission corps. Au point de départ, en fait, nous sommes plusieurs personnes, donc des personnes qui pratiquent dans le cadre de la protection de l'enfance, des universitaires, donc certaines personnes plutôt chefs de service, des personnes éducateurs, des personnes qui sont psychologues, mais aussi parmi les universitaires, on représente plusieurs disciplines, la sociologie, la communication, la médecine, le droit, etc. Et en fait, tous ensemble, autour d'une table, on s'est dit que ce serait vraiment intéressant d'essayer de participer à la recherche autour de la protection de l'enfance. Et du coup, on a beaucoup réfléchi à qu'est-ce qui était l'objet de travail des personnes qui étaient en protection de l'enfance. Et très rapidement, effectivement, nos conversations tournaient autour d'un même thème qui était parents, être parent, donc la notion de parentalité, etc. Du coup, on s'est dit, finalement, quels sont les effets qui sont produits grâce à nos pratiques en protection de l'enfance. Mais quand il s'agit de parler des effets en protection de l'enfance, on s'est dit, mais sur quoi travaille-t-on, sur quoi agit-on? On s'est dit qu'on agissait et on travaillait sur la question de la parentalité. Et finalement, qu'est-ce qu'on entend par parentalité? De quoi s'agit-il? Et c'est là que du coup, notre question qui nous a paru au départ tout à fait simple, s'est avérée finalement complexe et ambitieuse. Et elle s'est traduite en recherche par un premier temps, qui était d'explorer cet objet de travail, à savoir les représentations que chacun pouvait se faire de la parentalité dans le cadre de la protection de l'enfance. Alors, quand on parle de parentalité, au niveau de la littérature, on se rend compte qu'il s'agit d'un concept multidimensionnel. Être parent, ça passerait par un processus maturatif qui associe plusieurs axes, dont la question de l'exercice de la parentalité, de la pratique, mais aussi de l'expérience. Alors, l'exercice,
et influencé par une série de cadres. Il y a le cadre juridique, le cadre social, le cadre culturel, institutionnel, politique. Et tout ça, en fait, permet de préciser vraiment les contours de ce qu'on appelle parentalité. Ça fait référence, bien sûr, à des valeurs sociétales. Et ça représente, en fait, un ensemble culturellement admis de prescriptions, mais aussi d'interdictions qui réglementent, en fait, les fonctions parentales, mais aussi leur exercice. Dans la question, en fait, de plutôt la pratique, là, on parle de compétences éducatives parentales. Ça renvoie au concept anglo-saxon de parenting. C'est central dans de nombreuses études et c'est l'idée que ça évolue en fait. La pratique parentale, elle va évoluer en fonction de l'âge de l'enfant, des besoins de l'enfant et elle vise toujours l'idée d'accompagner vers une autonomie physique mais aussi psychologique de l'enfant. Elle est constituée de ce qu'on va appeler les attitudes parentales au regard de l'éducation mais aussi des pratiques éducatives. Et une troisième définition, c'est la question de l'expérience, du vécu de la parentalité, ce qu'on appelle au niveau anglo-saxon la notion de parenthood. Là, il s'agit en fait de notre expérience, de ce que la parentalité renvoie à nos ressentis, à nos vécus associés au fait d'être parent. En gros, c'est les résultats d'un processus maturatif qui démarre même bien avant l'idée d'avoir un enfant et qui se fait au niveau psychologique et qui aboutit vraiment à une élaboration progressive de notre identité de parent. Donc on voit que la question de la définition de la parentalité, c'est vraiment multidimensionnel. Pour avoir une vision globale de ce processus de parentalité, il est important de considérer donc, un ensemble de dimensions qui s'y rattachent, mais aussi de promouvoir ce qu'on va appeler une approche peut-être plus écologique, qu'elle tiendrait en fait à l'idée aussi de ce que chacun peut se représenter de la parentalité. C'est-à-dire pour tout un chacun, qu'est-ce que ça serait cette idée-là d'être parent? Et au même titre qu'il n'existe pas une définition de la parentalité, il est bien évident que probablement il ne devrait pas exister une seule représentation de la parentalité. Il devient donc pertinent de les évaluer. Quand on parle de la notion de représentation, où sommes-nous? En fait, c'est un concept, la représentation sociale, qui est une notion même fondatrice de la psychologie sociale, mais aussi de la sociologie. Et en fait, qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne une forme de connaissance sociale, ce qu'on appelle la pensée de sens commun, qui est socialement élaborée, mais partagée aussi par les pairs et par un certain nombre de membres de personnes qui peuvent nous ressembler au niveau social ou au niveau culturel. En gros, ça correspond à une manière de penser, de s'approprier, mais aussi d'interpréter notre réalité quotidienne et aussi notre rapport au monde. Alors, elle est définie en fait comme un ensemble qu'on va appeler organisé, mais aussi structuré d'informations, de croyances, d'opinions et d'attitudes. En fait, ça permet vraiment aux personnes de se positionner socialement par rapport à un objet et ce qui est important aussi, c'est de se dire que les représentations sociales, elles s'imposent à chacun d'entre nous. On n'a pas forcément une conscience très nette et très simple. C'est pour ça que les mettre en évidence, ça demande tout un travail et c'est pas un élément si simple que cela pourrait paraître. Pourquoi s'y intéresser aux représentations sociales? Parce qu'en fait, elles ont de nombreuses fonctions. Parmi elles, on va parler de la fonction de savoir. Il existe aussi la fonction d'orientation, la fonction identitaire et une autre fonction, la fonction justificatrice. La fonction de savoir, en fait, c'est l'idée que les représentations sociales, elles nous permettent à chacun d'entre nous d'intégrer tout ce qui va être de nouvelles données dans notre cadre de pensée. C'est une manière de penser, d'interpréter notre monde et notre vie quotidienne. Les valeurs, le contexte dans lequel une représentation sociale s'élabore ont bien sûr une incidence sur notre construction de la réalité. Alors bien sûr, il existe toujours une part de création individuelle ou collective dans les représentations sociales. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elles ne sont jamais figées. Elles évoluent au cours du temps, plus ou moins lentement. Une autre fonction, c'est la fonction dite d'orientation des conduites et des comportements. C'est-à-dire qu'en fait, mes représentations sociales, elles vont être porteuses de sens. Elles vont créer du lien. En ça, elles ont ce qu'on va appeler une fonction sociale. Elles m'aident à communiquer avec les autres, à me diriger dans mon environnement, mais aussi à agir. Elles vont engendrer chez chacun de moi mes attitudes, des opinions et des comportements. Selon la manière dont je me représente le fait d'être parent, je ne vais pas agir de la même façon. Les représentations sociales, on dit même qu'elles ont un aspect en fait qu'on va appeler prescriptif. C'est-à-dire qu'une représentation sociale se définit comme licite, tolérable, et elle s'exprime dans un contexte social donné. Une autre fonction, c'est la fonction identitaire.
C'est-à-dire que en tant que parent, ma représentation de la parentalité va m'aider à me définir moi en tant que parent, à intégrer cette notion d'identité à ce que je suis en tant que personne. Donc en gros, ça me permet de me situer au sein d'un groupe d'individus, c'est-à-dire du coup, je me sens appartenir au groupe parent et à quel ou quel type de groupe parent. Parfois, certains vont suivre des modes, certains vraiment s'accrocher à certains groupes qui partagent des valeurs ensemble. L'idée, c'est que ça me permet d'avoir une identité sociale, personnelle, qui, a priori, va être compatible avec un système de normes ou de valeurs qui sont socialement ou historiquement déterminées. Voilà. Alors, en fait, certains auteurs parlent d'affiliation sociale, c'est-à-dire de partager une idée, un langage. Ça affirmer en fait un lien social et une identité. Et la dernière fonction, en fait, ça va être la fonction de justification des pratiques. Alors celle-ci, je l'ai mise un petit peu en avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont très liées, bien sûr. Enfin, cette fonction-là est très, très liée aux autres fonctions. Et en fait, c'est l'idée que les représentations sociales concernent et ont un impact particulier sur les relations entre les groupes et les représentations sociales de chaque groupe, que chaque groupe va se faire de l'autre groupe. Je vais essayer de m'expliquer. Selon l'idée que j'ai de ce que c'est qu'un parent, si j'interagis, moi, par exemple, avec des parents de jeunes enfants, ma manière d'interagir avec ce groupe-là sera liée à ma représentation sociale. Et vice-versa. Et du coup, le lien entre les différents groupes sera lié à cette fonction justificatrice. Et c'est ce qui va aussi, derrière, justifier mes prises de position, mes comportements, etc., vis-à-vis d'un autre groupe. Et c'est en cela que cette fonction-là nous intéresse particulièrement ici, parce que ça aide au maintien, au renforcement d'une position sociale dans un groupe concerné et aux interactions entre les différents groupes. Donc du coup, il est pertinent de se poser la question sociale des personnes qui interviennent en protection de l'enfance. Mais aussi, quand on dit des personnes qui interviennent, ça peut être les bénéficiaires, mais aussi les professionnels. Pour les parents, qu'est-ce que c'est qu'être parent ? Pour, par exemple, les éducateurs sociaux, qu'est-ce que c'est qu'être un parent ? Qu'est-ce qui s'en représente ? Et comment, du coup, cette représentation va nous permettre de comprendre, de donner du sens à l'action de l'autre, et va aussi être justificatrice de moi, ma prise de position, et aussi mon comportement vis-à-vis de l'autre. Finalement, ça pose des questions, et l'idée de cette recherche, c'était ici, c'est de dire, finalement, en quoi aussi ça peut nous être utile d'aller questionner ça, c'est que certaines questions sous-jacentes sont du style, finalement, comment travailler ensemble si nous n'avons pas les mêmes représentations ? Et d'ailleurs, faut-il avoir les mêmes représentations pour se comprendre ? Mais si je dois accompagner un parent à modifier sa pratique, son exercice de la parentalité et son vécu de la parentalité, faut-il que j'ai une connaissance de ces représentations sociales ? L'idée, finalement, c'est que peut-être, et ça serait intéressant de voir, est-ce que ça peut devenir un levier à activer, le fait de travailler sur les représentations sociales ? Qu'est-ce que ça permet de faire émerger ? Et en fait, quand on regarde dans la littérature internationale, on se rend compte qu'on a très peu de données, et encore moins dans le champ de la protection de l'enfance. Donc du coup, l'idée de cette étude, c'était, dans un premier temps, donc là je vous montre une partie des résultats, c'était de caractériser les représentations de la parentalité chez des professionnels, mais aussi chez des usagers de la protection de l'enfance. Ce qu'on va appeler usagers, ce sont des parents, selon la loi mars 2016, avoir une personne significative devant l'enfant, mais aussi des enfants. La méthodologie que nous avons employée est la suivante. Donc tout d'abord, c'était d'identifier les personnes, donc des travailleurs sociaux. On avait des éducateurs essentiellement, mais aussi d'autres personnes qui travaillent dans le champ de la protection de l'enfance. Donc on avait des juges, des chefs de service, des psychologues, des assistants sociaux. La procédure, ça a été des recrutements par voie indirecte, donc que ce soit pour les travailleurs sociaux, mais aussi pour les parents ou les enfants qui étaient accompagnés par des mesures d'AEMO. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'éducateurs, par exemple, ou de chefs de service nous ont permis de contacter des personnes, et je les remercie, et j'en profite ici pour les remercier très, très sincèrement, parce que sans toutes ces personnes, la recherche n'aurait pu avoir lieu. Chaque personne lisait une lettre d'information, signait un consentement avant de participer, et ensuite on leur proposait d'explorer leur représentation dans ce premier champ et cette première partie de l'étude. Bien évidemment, il était prévu un débriefing après chaque entretien pour évoquer la manière dont chacun avait vécu l'entretien. Pour l'évaluation des représentations sociales, nous avons fait le choix d'utiliser le réseau d'associations d'ABRIC. En fait, c'est un outil qui est très facile d'utilisation
et qui permet en fait de questionner un mot et d'avoir accès aux représentations que la personne se fait. Alors, comment ça se déroule? En fait, on demandait à la personne d'écrire au centre de la feuille le mot parent. Et ensuite, tous les mots qui, pour la personne, étaient associés au mot parent, en les numérotant dans l'ordre dans lequel ils apparaissaient. Ça, c'était la première étape. Ensuite, les personnes pouvaient faire des liens entre les mots, si, selon eux, c'était relié. Deuxième étape, pour chacun des mots inscrits, l'idée, c'était d'attribuer une valeur positive, neutre ou négative, selon que le mot leur semblait, du coup, positif, neutre ou négatif. Et la troisième étape, c'était de les classer par ordre d'importance. Donc là, c'était l'idée de prendre un temps de recul sur ces termes-là qui avaient été évoqués spontanément et de dire, bah, finalement, voici, ça, c'est mes représentations de ce que c'est que pour moi la parentalité, et ce que c'est que pour moi d'être parent. Et du coup, si je prends le temps de les ordonner, qu'est-ce que je mets en premier? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Donc, du coup, je vais vous donner quelques exemples de résultats. Tout d'abord, donc l'échantillon était constitué de 128 personnes. Parmi eux, et aujourd'hui on s'intéressera particulièrement aux personnes suivantes, 32 parents AEMO, parents qui étaient pris en charge par des services AEMO, 59 travailleurs sociaux et 10 enfants. Voilà, je vais surtout vous présenter les résultats de ces personnes-là. Voici un exemple de ce que ça peut, deux exemples ici, de ce que peuvent donner la représentation avec l'utilisation du réseau d'Abric. Donc là, on voit une première personne qui est un éducateur qui, autour du mot parent, nous a mis la notion d'éducation, résister aux caprices, jouer ensemble, etc. Et nous avons, le numéro 21, c'était une mère. Donc ça, c'était une mère qui nous a dit ça. Et le numéro 128, là, on avait un père. C'est un père qui nous a dit ça. Excusez-moi, du coup, je prends le temps de réfléchir. Donc, un père qui nous a mis ces éléments-là. Donc là, on voit un enfant, jouer, et après d'autres éléments comme la notion de plage, de médecin, d'école, de docteur. Je vous propose un autre exemple. Donc, le numéro 36, il s'agit d'un enfant. Et le numéro 6, là, il s'agit d'une éducatrice. Donc on voit en fait ce que permet cet outil-là, c'est qu'en fait ça peut permettre une expression de nombreux mots, mais aussi peut-être moins de mots, et ensuite vraiment de prendre un temps pour chacun d'exprimer sa manière et ce qu'il pense de ces mots-là. Si on regarde maintenant, donc ça c'est à des échelles individuelles, mais à l'échelle des groupes, qu'est-ce que ça donne? Là, pour lire les résultats, en fait, on va faire ce qu'on appelle des analyses prototypiques, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre tous les mots en commun et on va essayer de voir comment ils sont positionnés. En gros, est-ce que les personnes, et je vais vous montrer les résultats concernant l'ordre d'importance. Est-ce que les personnes ont trouvé que les mots avaient une grande importance ou peu d'importance? Et est-ce que c'était des mots qui étaient dits par beaucoup de personnes ou par peu de personnes? Donc le tableau est réparti de cette manière-là. Qu'est-ce que ça donne? La question de l'importance pour des travailleurs sociaux. Dans ce qu'on voit là, je vous ai entouré en bleu, la question de la famille apparaît vraiment comme étant le mot le plus important. Donc, elle a été dit quand même par 30 personnes. Ensuite, suivi du mot éducation, puis du mot parent, responsabilité, amour, enfant. Et on voit en fait dans l'ensemble du tableau qu'il y a énormément de mots, énormément de termes qui ont pu être évoqués. Du coup, si on fait une analyse de cette analyse prototypique, quelle serait la définition pour des travailleurs sociaux de la parentalité? Un parent est une personne qui a un ou des enfants, qui fait partie d'un couple et d'une famille s'inscrivant dans une filiation. Il y a de l'amour, des responsabilités et des devoirs en particulier dans la transmission, la protection, l'affection et la bienveillance. Voilà, nous proposons une nouvelle définition de ce que c'est que la parentalité au regard des travailleurs sociaux. Si maintenant on regarde les parents, alors qu'est-ce que nous ont dit les parents? On voit le même type de tableau. Donc là, en fait, déjà, un des premiers éléments, ce qui apparaît de manière assez puissante rapidement, c'est qu'on a moins de mots. D'accord? On a moins de mots. Et parmi les mots qui ont été le plus fréquemment cités et les plus importants, on a le mot amour, le mot éducation, responsabilité, enfant et famille. Du coup, si on en sort une définition, cette fois-ci, pour les parents qui sont suivis par des services de protection de l'enfance, être un parent, c'est une personne au sein d'une famille qui a de l'amour et des responsabilités dans l'éducation de son ou de ses enfants. Monsieur Houzel, voici une autre définition de la parentalité, cette fois-ci au regard des parents suivis par des services de protection de l'enfance. Si maintenant,
on regarde la question des enfants. Alors là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de mots, mais par contre, il y a un mot qui est énormément ressorti, c'est la question du respect. Et les enfants, ce qu'ils nous disent, tant en apparition, et je tenais à le dire ici aussi, qu'en importance, c'est qu'un parent est une personne qui respecte son enfant. Et le mot respect est ressorti énormément et a été classé comme étant très important. Alors que peut-on conclure de tous ces éléments? Alors, de nombreuses choses, bien sûr. On va, je pense, prendre le temps aussi d'y réfléchir et de pouvoir faire, de donner un petit peu de sens et de faire vivre un peu ces données-là. Mais ce qui nous est apparu, c'est que finalement, explorer les représentations, ça a été vraiment quelque chose d'essentiel et que c'était au plus près de notre capacité à saisir ce que chacun avait en tête quand il s'agissait de travailler ou de parler de la notion de parent. Parfois, il a pu être intéressant de réfléchir à la question de d'où parlait chacun d'entre eux. Les éducateurs ont souvent dit en disant c'est bizarre parce que je ne sais pas trop si je parle en tant que moi éducateur, en tant que moi personne. Et en fait, c'était extrêmement intéressant pour nous de dire justement, c'est ça qu'on est venu susciter chez vous. Et que se passe-t-il quand vous accompagnez les familles? Finalement, est-ce que vous étiez là, vous, en tant que personne, voire en tant que parent, pour ceux qui étaient parents, en tant qu'éducateur, et comment tout ça se mêle? Et ce qui a été important, c'est en quoi ça va vous permettre, ça va être un lien vers l'autre et vers le parent. Mais pour faire ce lien, il s'agit aussi d'aller questionner et d'aller interroger cette représentation. C'est-à-dire finalement, de pas projeter que l'autre a la même représentation que nous. Mais de faire émerger la représentation de l'autre, c'est aussi ce qui va permettre de pouvoir, faire alliance. Donc, il nous semble que travailler sur les représentations, ça va être un vrai levier pour l'alliance dans la prise en charge. Il nous a semblé aussi que le fait d'avoir toutes ces données-là, ça doit nous permettre d'avoir beaucoup de sens et qui pourraient être utiles pour de nombreuses personnes. Voilà, ça reste j'ai envie de dire, le récit d'un projet pluridisciplinaire et transdisciplinaire avec des travailleurs sociaux, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la psychologie, de la sociologie, etc. Et il nous semble que dans ce champ si complexe de la parentalité, et c'est ce que nous a permis de montrer aussi cette étude-là, il y a un vrai intérêt à être de nombreux partenaires pour réfléchir ensemble. Alors, parmi les perspectives liées à ces premiers résultats que je vous apporte ici, et puis j'espère que régulièrement on pourra venir vous en proposer d'autres sur la question des besoins, sur la question de tout un tas de choses qui ont pu être évaluées dans cette étude, mais il nous semble que ça peut être aussi des sources d'informations très intéressantes pour former les équipes dans le cadre de formation continue, former aussi les jeunes professionnels avant d'arriver sur le terrain et pour travailler aussi avec les équipes dans des moments d'analyse de pratique ou des réunions de synthèse. C'est-à-dire finalement de faire émerger les représentations de chacun autour d'une table pour savoir et pour mieux élaborer des projets personnalisés d'accompagnement. Voilà, et tout ce travail nous a donné aussi beaucoup d'idées pour la suite. J'espère que la présentation de ces quelques éléments vous donneront à réfléchir et vous donneront envie aussi d'en discuter pendant la prochaine pause de ce congrès. Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne suite. Voilà, juste pour vous dire que l'ensemble de ces deux recherches vont être intégrées à un projet de livre sur les parentalités pour l'année prochaine, donc qui doit sortir en septembre 2021, donc aux éditions RS, avec d'autres auteurs, et qui sera co-dirigé notamment entre le CNEMO et Vincent Meyer. Voilà, je voulais déjà remercier tout le monde. C'est un gros travail qu'on a initié depuis quelques années. Remercier tous les membres du conseil scientifique et les professionnels du CNEMO qui participent aussi à ça.